Allô? Super, donc là on a un petit problème technique, c'est réglé. Donc je vais commencer de ce pas. On sait que dans la dernière décennie, en fait, il y a une augmentation flagrante de la prévalence du diabète de type 2, et ce, principalement chez les gens âgés de 65 ans et plus. Les femmes, plus particulièrement, représentent une population d'intérêt, considérant que celles-ci ont un moins bon contrôle glycémique comparativement aux hommes. Elles sont aussi moins susceptibles d'atteindre les cibles d'hémoglobine glyquée, et puis représentent un plus grand pourcentage de la population. De plus, le diabète de type 2 est aussi associé à plusieurs comorbidités, telles que l'augmentation des maladies cardiovasculaires, des problèmes de neuropathie, de rétinopathie, ainsi que tout ce qui est des problèmes hépatiques. Heureusement, certains changements d'habitude de vie, tels que l'activité physique ainsi qu'une saine alimentation, font partie du pilier en fait, fondamental de la prévention ainsi que du traitement du diabète de type 2. Et donc, ultimement, on pourrait espérer diminuer le risque de comorbidité associée. C'est donc pour cela en fait, que certaines associations telles que Diabète Canada ont émis des recommandations. Donc, la première en fait étant de remplacer les aliments indices glycémiques élevés par des aliments indices glycémiques faibles dans un repas mixte standardisé. En second lieu, aussi de pratiquer 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine. Le seul problème, en fait, c'est que seulement 12% des gens âgés entre 60 et 79 ans atteignent les recommandations en matière d'activité physique. Ce serait principalement dû à un manque de plaisir ainsi qu'un manque de temps. Il est donc nécessaire de trouver des modalités d'exercice qui pourraient venir répondre à ces problèmes. C'est dans ce contexte en fait, que l'entraînement par intervalle de haute intensité de faible volume pourrait être une modalité prometteuse, considérant que celle-ci s'exécute plus rapidement et semblerait aussi procurer plus de plaisir lors de sa pratique. Donc, prenant tout cela en considération, mon objectif est, chez les femmes âgées ayant un diabète de type 2, déterminer la faisabilité du HIIT de faible volume et, dans un deuxième temps, dans un contexte d'alimentation FIG, donc à faible indice glycémique, comparer les effets du HIIT de faible volume à ceux de l'MICT, donc qui représentent les recommandations, sur le contrôle glycémique, le profil cardiométabolique, la composition corporelle ainsi que les capacités physiques. Donc, en ce qui concerne la méthodologie, on a randomisé en fait 20 femmes âgées entre 60 et 75 ans dans deux groupes. En premier lieu, on a l'entraînement HIIT, puis de l'autre côté, on a l'entraînement MICT qui représente les recommandations. Chacune des femmes ont été entraînées 3 fois par semaine sur une période de 12 semaines. De plus, les deux groupes en fait, ont aussi adopté une alimentation à faible indice glycémique, donc l'alimentation FIG, qui a été émise par une nutritionniste. Plus précisément, voici l'entraînement MICT, donc c'est 50 minutes par entraînement. On a un échauffement de 2 minutes au début, une période de 45 minutes à 60% des fréquences cardiaques de réserve, puis un retour au calme. L'entraînement HIIT, pour sa part, est un petit peu plus complexe. On peut voir qu'au départ, on a une période d'échauffement de 3 minutes. Par la suite, on a 6 intervalles de 1 minute à 90% des fréquences cardiaques de réserve. Donc, on parle d'une intensité qui est beaucoup plus élevée. Puis ensuite, on a encore un retour au calme pour une période de 25 minutes par séance. Donc, il est à prendre en considération que l'entraînement HIIT est la moitié de la dépense énergétique de l'entraînement MICT. Pour ce qui est des mesures, les principales mesures, on a la faisabilité qui a été faite avec le taux de complétion, donc soit le nombre d'abandons liés à l'intervention et la conformité, donc présence et puis intensité. Ensuite, le contrôle glycémique, le profil cardiométabolique, la composition corporelle, la capacité physique, ainsi que les variables de contrôle. Donc, variables de contrôle, on a contrôlé pour l'activité physique avec le PAS, qui est un questionnaire, ainsi qu'avec l'accélérométrie, en pré- et post-intervention, et puis aussi avec les habitudes alimentaires, avec le journal alimentaire de 3 jours. Pour ce qui est des caractéristiques de la population, donc on peut voir en fait, le HIIT, il y a seulement 6 personnes qui ont terminé présentement, puis les MICT, on est à 7, donc c'est des résultats préliminaires. Pour l'âge, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes. Pour ce qui est de la durée du diabète, on peut voir qu'il n'y a pas de différence non plus. Le poids, on voit qu'il y a un changement qui est causé par l'intervention dans les deux groupes, mais pas de différence entre mes groupes. Taux de taille, aucune différence. Puis MC aussi, c'est similaire. Pour ce qui est de mon objectif numéro 1, donc qui est de déterminer la faisabilité de cette modalité d'entraînement, on peut voir que la première variable est l'abandon. Donc, on a un abandon dans chacun des groupes, mais qui n'est pas relié en fait à l'intervention, donc c'est des raisons personnelles amenées par les participantes. Pour la présence, on peut voir que c'est similaire, donc les participantes sont présentées de façon similaire aux entraînements. Puis l'intensité, on peut voir qu'entre les deux modalités, c'est aussi similaire. Pour ce qui est de la composition corporelle, donc si on regarde la masse grasse totale, on peut voir qu'on a une diminution dans les deux groupes. Par contre, celle-ci est seulement significative dans le groupe HIIT pour l'instant.
On peut voir aussi, par contre, qu'il y avait une masse grasse qui était plus élevée en pré-intervention comparativement au groupe MICT. On a aussi observé aucune différence tant au niveau de la masse grasse que de la masse maigre. Pour ce qui est de la glycémie à jeun, donc du glucose à jeun, diminution encore dans les deux groupes, par contre, cette fois-ci est seulement significative dans le groupe MICT. Puis au niveau de l'HbA1c, diminution, mais qui n'est pas encore significative. Pour ce qui est de la capacité aérobie maximale, donc sur l'axe des Y, on a le VO2 pic en relatif. On peut voir qu'il y a une augmentation dans les deux groupes qui sont les deux significatives. Puis pour le test de marche de 6 minutes, on observe en fait les deux une augmentation qui cette fois-ci est seulement significative dans le groupe HIT. Par contre, le groupe MICT, l'augmentation est cliniquement significative considérant qu'il y a plus de 60 mètres. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que présentement, même si c'est des données préliminaires, chez les femmes âgées ayant un diabète de type 2, le HIT de faible volume est une modalité qui semble être faisable de façon similaire aux recommandations. Pour ce qui est des bénéfices liés à l'intervention, on se rend compte qu'il y a une diminution de la masse grasse, qu'il y a une augmentation des capacités physiques, donc VO2 max ainsi que le test de marche de 6 minutes, ainsi qu'une diminution du glucose à jeun qui semble être similaire entre l'entraînement HIT ainsi que l'entraînement MICT. Donc, le message à retenir, en fait, est que lorsque combiné avec une alimentation à faible indice glycémique, le HIT de faible volume confère des bénéfices similaires aux recommandations en matière d'activité physique, et ce pour seulement 50% du temps. Donc, j'aimerais ça remercier rapidement tous les gens du centre de recherche avec qui ont travaillé sur le projet, ainsi que toutes les participantes qui sont prêtées aussi à faire l'intervention. Donc, merci d'avoir écouté. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, monsieur Lavant avec les lunettes. Merci pour votre présentation. En fait, je me questionnais à savoir l'impact de l'activité physique versus l'impact de l'alimentation sur les variables que tu observes. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait une façon de les contrôler pour l'alimentation. Oui, c'est une super bonne question, puis c'est ce qu'on est en train de faire présentement, en fait, parce que, comme vous avez pu le voir, bon, j'ai l'entraînement HIT puis j'ai l'entraînement MICT, mais les deux modalités sont combinées avec l'alimentation à faible indice glycémique. Donc, présentement, on n'a pas regardé, on n'a pas contrôlé, en fait, voir si chacune des femmes dans les différents groupes avait adopté l'alimentation à faible indice glycémique. Ce qui va pouvoir être fait, c'est probablement qu'on va regarder, bon, avec le journal alimentaire, chacun des repas qu'ils ont consommés, puis le nutritionniste va déterminer l'indice glycémique de chaque pour voir s'il y a une adhérence ou non. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas voir si c'est principalement le HIT ou le fait que ces femmes-là aient fait l'indice glycémique ou l'entraînement, mais probablement qu'à la fin du projet, on va pouvoir avoir une réponse qui est définitive. Là. Oui? Est-ce que les gens peuvent mentir dans ton carnet? C'est quoi? Est-ce que les gens peuvent mentir? C'est sûr que oui, en fait. Puis, ça, c'est toujours un problème avec certains questionnaires. Tu en veux un peu de la désirabilité sociale. On sont avec des entraîneurs, des kinésiologues. On dit, bon, comment vous avez fait d'activité dans la dernière semaine? Si on n'a pas bougé, probablement qu'ils vont se sentir mal de dire, j'ai rien fait. Mais c'est sûr, il faut les mettre en confiance. Puis, il faut dire de répondre le plus précisément possible. Même chose pour l'alimentation. C'est possible que celle-ci indique qu'ils ne sont pas allés au McDonald's, mais que finalement, ils sont allés 3 fois. Mais c'est sûr que c'est une limite. Par contre, ça risque d'être équivalent dans les deux groupes. Mais effectivement, le mieux, ce serait probablement de contrôler. Au niveau de l'activité physique, on a l'accéléromètre qui peut nous donner une bonne idée. Donc, l'accéléromètre, en fait, ça calcule juste tous les déplacements là, au quotidien. Puis, par contre, le mieux, ça aurait été de contrôler le rapport alimentaire durant l'intervention. Donc, nous-mêmes, faire les repas qu'on donne aux participantes. Ça a déjà été fait dans des études, mais probablement, c'est super coûteux. Puis, c'est 12 semaines à manger seulement ce que tu te fais donner. Ça peut être un peu long, là, mais ouais. Super question. Oui? D'un point de vue indice glycémique, est-ce que c'est correct aussi de garder une alimentation à l'indice glycémique faible sur une longue période? Est-ce que c'est dérangeant? Non, plus ou moins. En fait, l'indice glycémique, en fait, c'est des aliments. Je vais donner un exemple. L'indice glycémique, c'est pas juste de 100% gérer son alimentation. Des fois, c'est comment tu apprêtes la nourriture. Donc, en guise d'exemple, même temps, j'ai des patates pilées, que je fais des patates pilées, l'indice glycémique va être beaucoup plus haut parce qu'on a modifié la nourriture, tandis que des patates cuises au four. Fait que non, il n'y aura pas de différence. Par contre, pour des gens, des fois, peut-être qui font plus d'entraînement ou quoi que ce soit, des fois, on va avoir un indice glycémique qui est peut-être plus élevé pour avoir du sucre qui s'absorbe rapidement. Tandis que dans un autre cas, peut-être qu'on veut avoir une montée de glycémie qui est plus lente. Fait que je dirais qu'à long terme, il peut y avoir des effets bénéfiques chez les femmes ayant un diabète de type 2. Par contre, chez monsieur, madame, tout le monde, je pense pas que ça peut avoir des répercussions qui sont néfastes. Là. Autre question? Oui, Jasmine. Donc, dans le fond, ton étude, ce que ça nous démontre, c'est que tu peux faire la moitié moins d'exercices pour avoir les mêmes bénéfices. Est-ce que selon toi, on devrait donc changer les recommandations actuelles ou comment t'expliquerais ça à des clients?
quelque chose? Ouais, c'est une super bonne question en fait. Puis on avait déjà parlé un petit peu de ça. Puis on veut pas non plus dire aux gens, bougez moins. Mais ce qui arrive, c'est que on voit que c'est une limite. Puis les gens, je pense que ça fait peur. C'est-à-dire bouger 150 minutes par semaine, si on peut bouger moins puis avoir les mêmes résultats. Par contre, je serais en fait, les recommandations présentement tendent un petit peu à changer ou du moins à inclure le HIIT. Comme Diabète Canada maintenant inclut aussi que faire l'entraînement par intervalle pour apporter des bénéfices qui sont similaires ou différents en moins de temps. Par contre, je pense jamais qu'on va juste 100% remplacer les recommandations. Je pense plus que ça va être un ajout de dire il y a possibilité de faire ça aussi en extra ou juste moins. Fait pour l'instant, je pense que c'est juste un ajout. Peut-être plus tard, on va voir, mais ça reste, on s'entend que c'est un N aussi de 20. C'est pas avec 20 personnes que tu changes des recommandations à échelle mondiale, mais ouais, merci.